Dans le Sahel, quelque chose a basculé brutalement. En quelques mois, un pays longtemps relégué au second plan s'est mis à défier les règles non écrites de l'ordre international. Au cœur de ce renversement se trouve Ibrahim Traoré, jeune chef d'État burkinabé, qui transforme une crise existentielle en laboratoire de souveraineté radicale. Mais jusqu'où un pays aussi vulnérable peut-il pousser ce bras de fer sans s'effondrer sous le poids des sanctions, des menaces sécuritaires, des pressions de ses propres élites et des attentes immenses de son propre peuple, déjà épuisé par des années de guerre et de privation? Au moment où le Burkina Faso semblait glisser vers une spirale d'instabilité irréversible, une promesse inattendue est apparue: reprendre le contrôle de son destin en misant sur une souveraineté assumée. Cette ambition, formulée dès les premiers mois du nouveau pouvoir, repose sur une idée simple et tranchante. La liberté n'est viable que si elle est soutenue par des choix difficiles et une constance politique sans faille. Pourtant, derrière cette affirmation structurante se cache un risque immense, car chaque décision peut provoquer une réaction extérieure disproportionnée ou rallumer des tensions internes qui couvent depuis des années. Les premiers signaux sont déjà visibles: pressions diplomatiques accrues, sanctions, recul des investissements étrangers, montée des oppositions urbaines. Mais une question demeure suspendue au-dessus de toutes ces secousses, une question qui agit comme un micro-hook silencieux. Jusqu'où un pays fragilisé peut-il pousser la logique de rupture sans s'exposer à un choc encore plus déstabilisant? À cet instant, l'équilibre entre ambition nationale et menaces convergentes paraît aussi tenu qu'essentiel. La rupture s'est jouée plus tôt qu'on ne le pense et dans des proportions que beaucoup ont sous-estimées. Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a enclenché un basculement stratégique dont l'un des premiers marqueurs visibles fut la fermeture des bases militaires étrangères, entraînant le départ d'environ 1500 soldats. Ce geste, apparemment symbolique, a agi comme un point de non-retour pour les partenaires internationaux et comme un signal galvanisant pour une partie de la population. Mais pour comprendre cette dynamique, il faut replacer ce mouvement dans la chaîne de causalité qui a remodelé le Burkina Faso ces dernières années. Le pays sortait d'une longue période d'essoufflement sécuritaire, d'ingérences extérieures multiples et d'une économie minée par des accords opaques, souvent conclus au bénéfice d'acteurs étrangers plutôt que de la population. Dans ce contexte, chaque décision prise par le nouveau pouvoir s'est transformée en catalyseur. Les tensions diplomatiques se sont accrues, les sanctions occidentales se sont resserrées et les investissements internationaux ont reculé. Simultanément, l'opinion intérieure s'est fracturée entre ceux qui voyaient dans cette affirmation souverainiste une renaissance nécessaire et ceux qui redoutaient un isolement dangereux. Le Sahel, déjà déstabilisé par les groupes djihadistes, a accentué la pression sur un État qui devait désormais assumer seul le poids de son orientation politique. Les attaques ont diminué dans certaines zones grâce à une stratégie de défense plus locale, mais l'insécurité reste diffuse et imprévisible, maintenant une tension permanente dans les régions rurales. Sur le plan économique, les réformes autour des contrats miniers et des ressources naturelles ont ouvert une nouvelle phase. Plus de transparence, mais aussi plus de confrontation avec les élites qui s'étaient adaptées à l'ancien ordre. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'une simple alternance politique est devenu le cœur d'une recomposition plus large, où souveraineté, pression internationale et résistance interne s'entremêlent. Dans cette transition heurtée, deux figures émergent comme guides silencieux. D'un côté, les soldats déployés dans les zones rurales, souvent sous-équipés mais familiers du terrain. De l'autre, les communautés locales, qui subissent directement les conséquences des choix politiques. Leur rôle, longtemps sous-estimé, devient essentiel
dès les premiers mois de la nouvelle orientation impulsée par le pouvoir. Lorsque la fermeture des bases militaires étrangères a été annoncée, ce sont justement ces acteurs, militaires de proximité, chefs communautaires, cultivateurs pris entre insécurité et précarité, qui ont dû absorber le choc immédiat de la réorganisation sécuritaire. Les premières semaines ont révélé un contraste saisissant. Alors que la diplomatie s'enlisait dans les tensions, les forces locales ont commencé à adapter leurs méthodes, privilégiant des interventions plus ciblées et une meilleure coordination avec les habitants. Ces ajustements n'ont pas effacé les risques, mais ils ont permis d'éviter une dégradation brutale de la situation dans certaines zones critiques. Parallèlement, la population rurale a ressenti les effets ambivalents des réformes économiques. L'espoir d'une redistribution plus juste des bénéfices miniers coexistait avec l'inquiétude d'une période de transition incertaine. Deux microcas l'illustrent. Dans un village du Nord, la réduction des attaques observées après la réorganisation sécuritaire a restauré un début de confiance entre habitants et forces locales. À l'inverse, dans une commune de l'Est, les perturbations économiques ont accentué la fragilité sociale, révélant les limites d'un changement encore inachevé. Ces situations opposées montrent que la transformation initiée n'est ni linéaire ni uniforme, mais qu'elle engage les acteurs de terrain dans une responsabilité nouvelle, exigeante et déterminante. En somme, la question demeure. Cet équilibre fragile suffit-il à soutenir une transition aussi ambitieuse? Avant la rupture, le Burkina Faso avançait par à-coups, pris entre l'insécurité grandissante et une dépendance diplomatique devenue structurelle. Après la rupture, tout s'est accéléré, comme si un engrenage resté bloqué depuis des années s'était soudain remis en mouvement. Ce avant, après constitue la trame essentielle de la séquence politique qui s'est déployée dès le début du nouveau pouvoir et dont chaque étape a créé un effet d'entraînement sur la suivante. Lorsque Ibrahim Traoré a ordonné la fermeture des bases militaires étrangères, la décision a servi de déclencheur, un point de départ qui allait bouleverser simultanément l'équilibre sécuritaire, l'économie politique et les rapports de force internes. Le retrait de près de 1500 soldats étrangers a provoqué une réorganisation immédiate de l'architecture sécuritaire. Les forces locales ont dû reprendre des zones entières que les partenaires extérieurs supervisaient auparavant. Le choc a été brut. Moins de coopération, moins de logistique, moins de marge d'erreur. Dans le même temps, au niveau diplomatique, les tensions se sont accrues. Critiques publiques, sanctions occidentales, réduction des programmes d'assistance. L'économie a encaissé le coup avec la chute des investissements étrangers et la suspension de plusieurs projets. Pourtant, sur le terrain, ce vide créé par le départ des forces étrangères a permis l'émergence de nouvelles pratiques. Intervention plus rapide, meilleure circulation d'informations locales et coordination renforcée entre unités burkinabées. C'est dans cette phase que les réformes économiques ont pris une dimension explosive. Les audits ont révélé des contrats miniers défavorables, dont près de 40% jugés problématiques, déclenchant une révision massive dans les secteurs clés. Les élites qui bénéficiaient de ces accords ont riposté. Mobilisation politique, campagne médiatique hostile, pression dans les grandes villes. Parallèlement, les sanctions extérieures ont accentué la crise économique, raréfaction des importations essentielles, volatilité des prix, fatigue sociale. Mais un mouvement inverse s'est produit dans les zones rurales. Les projets agricoles ont commencé à porter leurs premiers fruits avec une hausse de 8% de la production céréalière qui a apporté un répit local. Dans ces mêmes régions, la nouvelle stratégie sécuritaire a permis une baisse de 12% des attaques dans le nord et l'est, un chiffre modeste mais significatif dans un contexte aussi instable. Cette double dynamique, progrès partiel et tensions amplifiées, a créé une situation paradoxale.
D'un côté, les communautés rurales ont commencé à percevoir des bénéfices concrets. Un peu plus de sécurité, un peu plus de stabilité alimentaire, un peu plus de contrôle local. De l'autre, les centres urbains ont vu croître le mécontentement, manifestations, critiques contre la concentration du pouvoir, inquiétudes sur l'avenir démocratique. Les élites économiques cherchant à rétablir l'ancien système ont renforcé leurs alliances, tandis que le gouvernement consolidait ses orientations souverainistes par de nouveaux partenariats avec la Russie et la Chine. Ce réalignement n'a pas atténué les risques, mais il a ouvert une marge de manœuvre pour poursuivre les réformes malgré l'isolement croissant. Dans ce paysage fragmenté, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un système où chaque avancée entraîne une résistance et chaque résistance crée un terrain nouveau pour une autre avancée. Ainsi, la séquence d'événements n'a pas seulement redéfini le tempo politique, elle a montré que la transition en cours n'est ni linéaire ni prévisible, mais composée de ruptures successives dont les effets se propagent encore, comme des ondes dans un pays en pleine recomposition. La transformation engagée peut être mesurée à partir d'un premier repère simple. Avant les réformes, la dépendance sécuritaire et économique du Burkina Faso atteignait un niveau rarement contesté. Après les réformes, trois indicateurs majeurs permettent d'observer l'amplitude du changement. Le premier est la réduction d'environ 35% de la présence militaire étrangère, conséquence directe de la fermeture des bases qui a entraîné le départ d'environ 500 soldats. Cette baisse a réorganisé toute la stratégie sécuritaire nationale, obligeant les forces locales à assumer une charge plus lourde. Ce chiffre illustre un transfert réel de responsabilité opérationnelle. Le deuxième indicateur concerne la révision des contrats miniers, révélée par un audit national qui a identifié près de 40% des accords jugés défavorables pour l'État. Cette proportion, bien que brutale, a servi de base à une renégociation qui a permis d'augmenter progressivement les revenus publics liés aux ressources naturelles. Le chiffre révèle la profondeur des déséquilibres contractuels hérités du passé. Le troisième indicateur marque un changement plus tangible encore. L'année 2023 s'est soldée par une hausse de 15% des recettes fiscales, principalement grâce à une meilleure gestion des ressources internes. Cette augmentation traduit un début de consolidation économique nationale. Le résultat montre que les réformes produisent déjà des effets mesurables. Ces trois données mises en parallèle servent de colonne vertébrale pour comprendre les conséquences concrètes de la nouvelle orientation politique. Mais leur lecture isolée serait insuffisante. La réduction de la présence étrangère n'a pas seulement modifié la carte sécuritaire, elle a accéléré la professionnalisation de certaines unités locales, renforcé la collaboration avec les communautés et imposer une nouvelle discipline aux opérations territoriales. Le vide créé par le départ des troupes étrangères a été rempli par une logique d'adaptation, parfois improvisée, mais souvent mieux accordée aux réalités du terrain. La révision des contrats miniers, elle, a agi comme un séisme institutionnel. Les acteurs économiques qui profitaient des anciens termes ont réagi avec véhémence, alimentant un cycle de tensions politiques dans les centres urbains. Mais, dans les zones rurales, cette réorientation a nourri l'espoir d'une redistribution plus équitable, même si les résultats restent encore partiels et fragiles. Le secteur minier en mutation oscille entre résistance interne et opportunités nouvelles pour l'économie nationale. Quant à l'augmentation des recettes fiscales, elle ne doit pas être interprétée comme un redressement global. Elle exprime plutôt un mouvement initial, encore fragile, mais révélateur d'un État qui cherche à reconquérir ses leviers économiques. Les défis restent immenses: pauvreté persistante, disparités territoriales, dépendance structurelle aux matières premières. Pourtant, ce gain fiscal témoigne d'un début de réajustement dans un environnement marqué par les sanctions, la baisse des investissements étrangers
et les incertitudes géopolitiques. Ainsi, les données disponibles ne racontent pas une victoire achevée, mais une dynamique. Un pays qui, sous contrainte, tente de rééquilibrer ses fondations économiques tout en faisant face à des pressions contraires. Ces chiffres, modestes mais significatifs, montrent que la trajectoire engagée repose sur des évolutions concrètes dont les effets continueront probablement de se déployer au fil des prochains cycles politiques et économiques. Les critiques les plus structurées contre la nouvelle orientation du Burkina Faso reposent sur deux arguments centraux, souvent exprimés avec une certaine cohérence. Le premier affirme que la stratégie adoptée mène à une dérive autoritaire, concentration du pouvoir, restriction des libertés civiles, surveillance accrue des opposants et climat de méfiance dans les grandes villes. Selon cette perspective, la souveraineté invoquée servirait davantage de justification politique que de projet national, et le prix à payer serait un affaiblissement durable des institutions démocratiques. Les arrestations arbitraires, les tensions avec la presse et la montée des protestations urbaines sont régulièrement citées par ceux qui défendent cette critique, qu'ils soient observateurs internationaux ou membres de l'opposition interne. Le second argument pointe la fragilité économique engendrée par la rupture avec les partenaires occidentaux. Pour ses détracteurs, la combinaison des sanctions, de la chute des investissements étrangers et de la suspension des projets de développement expose le pays à un risque de récession prolongée. Le pivot vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie et la Chine, est perçu comme une dépendance alternative dont les contours restent incertains. Les opposants soulignent que la diversification des alliances n'annule pas les risques d'ingérence et que l'économie burkinabé demeure vulnérable aux fluctuations géopolitiques extérieures. Face à ces deux critiques soutenues, la réponse fondée sur les données disponibles offre une lecture différente. Les réformes, bien que controversées, s'inscrivent dans un contexte hérité d'années d'instabilité, d'accords miniers déséquilibrés et d'une présence étrangère devenue structurelle. Les progrès mesurables, révision d'environ 40% des contrats défavorables, hausse de 15% des recettes fiscales, légère diminution des attaques dans certaines régions, montrent que les choix effectués produisent des effets concrets, même s'ils restent partiels et fragiles. Loin d'un récit de déclin automatique, les données décrivent une transition heurtée où les tensions économiques et politiques coexistent avec des signes d'ajustement progressif, surtout dans les zones rurales. La critique demeure pertinente, mais la trajectoire réelle apparaît plus nuancée que ne le suggèrent les scénarios les plus pessimistes. Le tournant apparaît soudain. Au moment où la pression extérieure semblait atteindre son point le plus critique, un renversement inattendu est apparu dans le paysage politique burkinabé. L'isolement diplomatique, longtemps perçu comme un piège, a commencé à fonctionner comme un filtre, obligeant le pays à redéfinir ses priorités stratégiques. Dans cette zone grise, entre rupture et reconstruction, Ibrahim Traoré a consolidé une trajectoire qui n'était plus seulement défensive, mais structurée autour d'un repositionnement régional assumé. La fermeture des bases étrangères, jusque-là source de tension, s'est transformée en point d'ancrage pour une réorganisation plus profonde. Les alliances en redéfinition, notamment avec de nouveaux partenaires, ont créé un espace de manœuvre inattendu. Ce pivot n'a pas effacé les risques, mais il a révélé une dynamique interne différente, l'émergence d'une cohésion tactique entre forces locales, certaines réformes économiques commençant à produire des effets visibles et une partie de la population voyant dans la souveraineté revendiquée une direction plus claire. Ce moment charnière ne résout pas les contradictions, mais il modifie l'équilibre. Entre pressions internationales, résistance interne et ajustement progressif, une nouvelle phase s'ouvre, plus instable mais aussi plus déterminante.
Les transformations les transformations engagées produisent désormais des effets concrets dans plusieurs segments de la société burkinabé, et chacun de ces effets reflète une facette distincte de la trajectoire politique actuelle. Les conséquences ne se déploient ni de manière uniforme, ni de façon parfaitement prévisible. Elle dessine plutôt un ensemble de dynamiques parallèles qui se renforcent ou se contredisent selon les contextes locaux. Dans cette mosaïque mouvante, Ibrahim Traoré apparaît comme l'axe autour duquel ces réalités hétérogènes s'articulent, parfois en synergie, parfois en tension. Dans les campagnes, certains foyers ont perçu des améliorations limitées mais réelles, particulièrement grâce à la hausse de 8% de la production céréalière observée en 2023. Cette légère progression a contribué à stabiliser les prix dans plusieurs zones vulnérables, offrant un répit à des populations habituées aux pénuries saisonnières. Toutefois, l'insécurité demeure une préoccupation majeure. Les attaques, bien que réduites dans le nord et l'est, restent imprévisibles, empêchant un retour complet à une vie paisible. Les habitants oscillent ainsi entre un regain d'espoir et une prudence constante, conscients que les avancées restent encore fragiles. Les réformes économiques, Nom, Douane, Niep, Kinte, DN, les réformes concernant les contrats miniers ont bouleversé le climat économique national. Les entreprises étrangères, confrontées à des conditions moins favorables, ont exprimé des réticences croissantes, entraînant une réduction des investissements dans certains secteurs stratégiques. En parallèle, l'augmentation de 15% des recettes fiscales en 2023 a permis à l'État d'accroître légèrement sa marge de manœuvre financière, mais cette progression reste insuffisante pour compenser la contraction générale du financement extérieur. Ainsi, le tissu économique burkinabé traverse une période hybride, plus de contrôle interne mais moins de ressources externes. L'appareil d'État Noomnianuk de chez ND. Pour l'appareil d'État, les réformes ont créé une dynamique paradoxale. D'un côté, la réduction de 35% de la présence militaire étrangère a renforcé l'autonomie décisionnelle, permettant une stratégie sécuritaire plus ancrée dans les réalités du terrain. De l'autre, l'isolement diplomatique accru impose à l'administration une gestion plus complexe des tensions internationales et une dépendance plus grande aux partenariats émergents, notamment avec la Russie et la Chine. Ce recentrage institutionnel, impulsé par Ibrahim Traoré, restructure les leviers de pouvoir, mais augmente simultanément la pression sur la capacité interne de gouvernance. Le Sahel nomme Kuvuk Vung Sahel KV. Dans le Sahel, les décisions burkinabées ont eu des répercussions régionales notables. La réorientation souverainiste a inspiré autant qu'elle a inquiété, certains voisins y voyant une affirmation légitime, d'autres y lisant un risque de déstabilisation supplémentaire. Le retrait des partenaires occidentaux a aussi modifié les équilibres sécuritaires régionaux, forçant plusieurs pays à repenser leurs propres dispositifs. Enfin, les conflits transfrontaliers continuent d'alimenter une instabilité structurelle malgré les efforts accrus des forces locales burkinabées pour contenir les menaces immédiates. Dans cet ensemble d'effets imbriqués, une constante apparaît. Chaque groupe perçoit différemment la trajectoire actuelle, mais tous reconnaissent que le pays est entré dans une phase où les choix politiques façonnent directement les réalités quotidiennes. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour le Burkina Faso, engagé dans une dynamique où chaque avancée réorganise immédiatement l'équilibre suivant. L'incertitude reste forte, mais trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune portée par les mêmes facteurs: pression internationale, résistance interne, évolution sécuritaire et solidité des réformes économiques. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ils peuvent s'entrecroiser ou se succéder selon la vitesse des événements et la capacité du pays à absorber les chocs.
Scénario de base, une stabilité fragile mais tenable. Le pays parvient à maintenir une cohésion minimale malgré les tensions diplomatiques et l'essoufflement économique. Les recettes fiscales continuent d'augmenter modestement, soutenues par la révision des contrats miniers, tandis que les progrès sécuritaires restent partiels mais réels dans le nord et l'est. L'opposition demeure divisée, incapable de constituer un front unifié, ce qui limite les risques de rupture politique majeure. Les partenariats émergents avec de nouveaux acteurs extérieurs compensent partiellement le retrait occidental, sans toutefois effacer les vulnérabilités structurelles. Scénario optimiste. Une consolidation progressive. Dans cette hypothèse, les réformes produisent des effets plus visibles. Les initiatives agricoles se stabilisent et amplifient les gains observés en 2023, améliorant la sécurité alimentaire dans plusieurs régions. Certaines tensions urbaines s'atténuent grâce à un rééquilibrage économique progressif, tandis que la stratégie sécuritaire locale continue de réduire la pression djihadiste dans les zones les plus exposées. Plusieurs voisins du Sahel renforcent leur coopération avec le Burkina Faso, créant un environnement régional plus favorable. La trajectoire souverainiste s'installe durablement. La combinaison des sanctions économiques, de la baisse prolongée de l'investissement étranger et de l'instabilité sécuritaire finit par créer un choc social plus intense. Les prix repartant à la hausse dans les villes, les tensions politiques s'amplifient et l'opposition, mieux structurée, parvient à mobiliser des segments plus larges de la population. Les alliances extérieures ne suffisent plus à compenser la contraction économique et des divisions internes émergent au sein des institutions. L'insécurité gagne du terrain, alimentant une fatigue nationale croissante. Dans un contexte aussi instable, la clé consiste à évaluer chaque évolution non comme une rupture isolée, mais comme un élément d'un système en réinvention constante, où les ajustements rapides peuvent déterminer la survie ou l'essoufflement de la trajectoire engagée. Pour une grande partie de la jeunesse burkinabé, la transformation en cours représente autant une promesse qu'une interrogation. Beaucoup voient dans les ruptures actuelles l'amorce d'un nouvel espace d'action, où l'affirmation souverainiste ouvre la possibilité de repenser les rapports de force et les trajectoires professionnelles. Mais cette ouverture s'accompagne d'un doute persistant. Les tensions politiques et économiques ne risquent-elles pas de freiner les opportunités qu'ils espèrent depuis des années? Entre ambition et prudence, les jeunes avancent dans un contexte où chaque progrès semble immédiatement suivi d'un défi supplémentaire. Pour les femmes, la période actuelle souligne encore plus nettement les contradictions qui traversent le pays. Leur engagement croissant dans la vie économique et sociale témoigne d'une volonté affirmée de participer à la redéfinition nationale. Toutefois, les zones rurales restent marquées par l'insécurité, la précarité et la charge disproportionnée des responsabilités familiales. Les réformes économiques, qui promettent une redistribution plus juste, nourrissent un espoir mesuré, celui de voir émerger des conditions plus stables pour les initiatives locales dirigées par des femmes, encore souvent fragilisées par les aléas sécuritaires. Dans les campagnes, les habitants ressentent de manière immédiate les effets de chaque changement. La hausse récente de la production céréalière a apporté un certain soulagement, mais elle ne suffit pas à dissiper les inquiétudes face aux attaques sporadiques et aux perturbations du marché. Les populations rurales appréhendent les évolutions politiques comme un mouvement à double face, un potentiel de stabilisation, mais aussi la possibilité d'un retournement brusque si les équilibres sécuritaires se dégradent. Pour ces trois groupes, une même question revient sans cesse. Comment trouver un espace de projection dans un pays qui se reconstruit sous contrainte? Et comment maintenir l'élan collectif malgré l'incertitude permanente qui façonne leur quotidien?
Pour que la trajectoire actuelle puisse se consolider sans s'effondrer sous la pression, un ensemble d'actions coordonnées doit être engagé clairement. Dans ce processus, Ibrahim Traoré occupe une position centrale, mais la réussite dépendra autant des institutions que des communautés locales. Une feuille de route pragmatique en 4 volets peut servir d'appui immédiat. 1. Sécurisation des zones critiques, armée nationale. Pulse relais communautaire. Qui? Force locale, chef de village, unité mobile. Quand? 0,6 mois. Mesure. Réduction du nombre d'incidents rapportés dans les zones les plus vulnérables. Objectif. Stabiliser un périmètre minimum permettant la reprise économique de proximité. 2. Consolidation économique. Ministère de l'économie, plus commune rurale. Qui? Administration fiscale, comités agricoles, coopératives locales. Quand? 3-12 mois. Mesure, maintien ou progression des recettes internes, suivi des prix alimentaires. Objectif. Renforcer l'autonomie financière sans dépendre de flux extérieurs incertains. 3. Dialogue politique inclusif. Gouvernement, opposition, plus société civile. Qui? Représentants étatiques, partis concurrents, associations urbaines et rurales. Quand? Séquence continue. Mesures. Réduction des manifestations violentes. Ouverture de canaux de médiation formelle. Objectif. Éviter une polarisation qui fragiliserait la trajectoire souverainiste. 4. Diversification des partenariats. Diplomatie, plus institutions techniques qui. Ministère des Affaires étrangères, secteur stratégique. Quand? 6-12 mois. Mesures. Signature d'accords ciblés limitant la dépendance bilatérale excessive. Objectif. Élargir les appuis sans recréer de vulnérabilité structurelle. Ces 4 axes ne constituent pas une solution miracle, mais un socle minimal pour éviter l'essoufflement d'un pays engagé dans une recomposition sous contrainte. La clé réside dans la régularité du suivi, la cohérence des décisions et la capacité des institutions à absorber la complexité des prochains mois. Dans les villages où les forces locales patrouillent encore au petit matin, un fil discret relie les habitants aux décisions prises au sommet de l'État. Ce fil, tissé dans l'incertitude et la persévérance, rappelle le rôle central des communautés rurales et des soldats de terrain évoqués plus tôt, ces acteurs souvent invisibles mais essentiels à la cohésion du pays. Leur présence silencieuse incarne une forme de continuité, celle d'un peuple qui avance malgré les tensions et les ruptures. Dans cette recomposition fragile, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme l'un des maillons d'une chaîne plus large, où chaque geste institutionnel trouve un écho dans la vie quotidienne de ceux qui affrontent directement les conséquences des choix nationaux. Leurs pas, leurs doutes et leurs élans constituent la toile vivante d'un pays en pleine transition. Et au centre de cette dynamique, une idée persiste. Si la souveraineté reste un horizon exigeant, elle prend forme dans les gestes simples: protéger un champ, rouvrir une route, maintenir un lien social, autant que dans les décisions politiques les plus visibles. Une conviction demeure: la reconstruction avance lorsque chacun trouve sa place. À mesure que le pays avance dans cette phase de recomposition, une certitude s'impose: aucun changement durable ne peut se construire sans l'engagement diffus de celles et ceux qui vivent la transformation au quotidien. Les villages, les villes, les familles, les travailleurs, tous portent une part du fardeau et une part de l'élan collectif.
C'est dans ces espaces ordinaires, là où les tensions se croisent et où les attentes s'aiguisent, que naît la possibilité d'un avenir différent. Partager, discuter, confronter les idées n'est plus un exercice réservé au cercle politique. C'est un geste citoyen qui permet de maintenir un lien entre les réalités vécues et les trajectoires nationales. En ouvrant la conversation, chacun contribue à éclairer les zones d'ombre, à renforcer les acquis fragiles et à imaginer ce que pourraient devenir les prochains mois. Si cette histoire vous interpelle, si elle soulève des questions ou résonne avec vos propres expériences, engagez-vous dans l'échange, faites circuler le débat, faites entendre votre voix. Quelle perspective, selon vous, mérite d'être approfondie pour comprendre le futur du Burkina Faso?